Bonjour et bienvenue sur 54 One. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Éric Caët. Il est président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie et ancien ministre du Commerce ivoirien. Bonjour M. Éric Caët. Bonjour Madame Benzebouchi. L'actualité de votre pays fait les grands titres de la presse. Comment se porte aujourd'hui votre pays? Effectivement, l'actualité en Côte d'Ivoire fait les grands titres des médias, mais dans un autre sens aujourd'hui, parce que pendant longtemps, elle a fait les grands titres des médias sous un angle rêveur, en fait, cachant un peu la réalité du pays. Et ces grands titres font suite à un important rapport, celui de l'Union européenne, qui a présenté la situation de la Côte d'Ivoire, présenté la santé économique de la Côte d'Ivoire dominée par la corruption, dominée par la pauvreté, la santé politique de la Côte d'Ivoire dominée par une opposition bâillonnée et qui n'a pas le droit à la parole, et présenté donc la Côte d'Ivoire sous un angle différent de celui sous lequel elle a toujours été vendue. De telle sorte que, comme vous le savez dans la presse, aussi bien pour le grand public, on s'intéresse plus au train qui arrive en retard qu'au train qui est à l'heure. Donc cette situation que l'opposition ivoirienne a longtemps dénoncée apparaît aujourd'hui au grand jour et elle a permis de débloquer, disons, des situations inattendues, de telle sorte qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire, sur le plan social, sur le plan économique, jusqu'à ce rapport de l'Union européenne qui a été suivi un peu par une mesure que vous savez qui est l'ordonnance d'amnistie, était des plus moroses, était des plus inquiétantes et l'Union européenne a exprimé donc son inquiétude face à cette situation. Nous pouvons donc aujourd'hui dire que nous allons vers des perspectives nouvelles, je dirais, mais il faut faire très attention de savoir que effectivement l'espoir donc né donc de ces mesures et de ces rapports de l'Union européenne puisse se concrétiser de façon concrète parce que la démocratie était longtemps en panne en Côte d'Ivoire. Quelles sont les ambitions de l'AIRD? L'AIRD, dès sa naissance, a annoncé les ambitions. D'abord à travers son nom, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, face aux dérives disons, tribales, face aux dérives de religieuses qui guettaient la Côte d'Ivoire, nous avons donc arrimé notre parti dans un esprit républicain et démocratique. La République étant, comme vous le savez, celle de l'égalité, le système politique dans lequel c'est la loi qui fait la force et non pas un individu qui fait donc la force. Et nous avons donc bâti autour donc de notre parti politique un projet de société qui figure en bonne ligne, dans lequel figure en bonne ligne donc un esprit de justice, l'équité, l'égalité des chances, où figurent donc des programmes très réalistes, fondés donc sur le filet de sécurité sociale. Et il est heureux de constater qu'après avoir fait la promotion de ce filet de sécurité sociale, les dernières mesures arrêtées par le gouvernement parlent de filets sociaux. Bon, c'est la même chose. Nous espérons que ça ne sera pas simplement une copie de ce que nous avons proposé aux Ivoiriens et que l'application sera une application qui sera, disons, concrétisée sur le terrain par des actes qui permettent donc à la pauvreté de reculer et qui permettent aux Ivoiriens de se reconnaître dans la République. Parce que notre projet de filet de sécurité sociale est fondé sur quoi? Il est fondé sur l'observation suivante. Lorsque un Ivoirien a une difficulté pour la scolarisation de ses enfants, il va d'abord s'adresser en premier lieu à sa communauté. Lorsqu'il a un problème de santé, il va s'adresser à sa communauté. Lorsqu'il a un problème de quelque nature que ce soit, la résolution de ce problème-là passe par sa communauté. De telle sorte que lorsqu'il s'agit de voter, il ne se verra pas en train de s'adresser à la République puisqu'il n'a jamais connu la République. Il ne connaît pas les valeurs de la République. Il ne connaît pas les valeurs sociétales défendues par la République. Il va donc avoir le réflexe tribal. Nous pensons donc que le filet de sécurité sociale que nous avons longtemps défendu est de nature à favoriser l'émergence d'un esprit républicain, d'un esprit citoyen, qui est celui que nous observons dans tous les pays démocratiques. Lorsque vous allez dans une mairie, dans un pays européen, on ne demande pas votre étiquette politique pour vous servir. Lorsqu'un chef d'État est élu dans un programme, dans un pays européen ou dans un pays démocratique, il ne va pas faire la promotion d'un rattrapage ethnique ou d'un rattrapage de quelque nature que ce soit. Il travaille selon les valeurs dont nous avons tous convenu en faisant de la République le creuset dans lequel nous nous exprimons. La République est ceci de facile qu'en Afrique, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez une soixantaine d'ethnies. Il est évident que les problèmes ne se règlent pas de la même façon au nord qu'au sud. Entre Sénoufo, elles ne se règlent pas de la même façon que lorsqu'elles se règlent, par exemple, avec les Akans. Et c'est pour donc tamiser et arrondir donc toutes nos divergences que nous avons donc décidé de fonctionner dans un système républicain avec une constitution qui fonde donc les rapports
que nous devons avoir les uns avec les autres. La IRD a été créée en 2006. Ne pensez-vous pas qu'elle est un peu dépassée? Justement, à regarder le manifeste de l'AIRD, vous vous rendrez très vite compte que les membres fondateurs de l'AIRD, à travers leur manifeste, ont eu vraiment une vision prémonitoire de toutes les difficultés qui attendaient la Côte d'Ivoire et qui sont aujourd'hui présentes. Donc, plus que jamais, ce projet est d'actualité. L'AIRD, dans son manifeste, a clairement décliné, disons, son rejet de la violence comme système pour parvenir au pouvoir. L'AIRD a clairement rejeté le communautarisme en promettant de travailler, en fait, pour faire en sorte que nous puissions laisser aux générations qui ont toujours eu des promesses à nos jeunes générations, plus que nous avons reçu de nos pères. Donc, plus que jamais, c'est un projet qui est d'actualité et qui interpelle, disons, chaque Ivoirien pour se dire, mais enfin, comment en 2006, des gens ont-ils pu s'asseoir pour penser à un projet de société aussi novateur et aussi porté sur les problèmes du pays. C'était avant 2010. C'était avant 2010. Donc nous avons dénoncé les affres de la guerre qui déshumanisent. Et 2010 est arrivé en 2011 avec cette guerre-là qui nous a complètement déshumanisés. Et nous avons prôné une nation rassemblée. Et plus que jamais, cette nation ivoirienne a besoin d'être rassemblée pour que nous puissions regarder dans le viseur de la République. La République a ceci de particulier que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec une 67 d'ethnie, où les différences culturelles et les différences politiques existent, il faut bien que nous puissions trouver un canevas et un creuset qui puissent nous rassembler autour d'une constitution que nous avons tous votée et que nous avons tous acceptée. Dans la mesure où, dans une ethnie X et dans une ethnie Y, les problèmes ne se règlent pas de la même façon, qu'ils soient des problèmes politiques ou des problèmes sociaux, il a fallu donc s'entendre, après la colonisation, sur un modèle politique. Et ce modèle politique, c'est la République. On aurait pu choisir de vivre dans un modèle de royauté. Nous n'avons pas choisi de modèle de royauté, c'est un modèle de république, dans lequel la loi fait autorité et non pas l'autorité qui fait la loi. Monsieur Kaye, vous êtes militant engagé. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt de faire du militantisme à l'étranger, à l'extérieur? Oui, nous sommes à l'extérieur pour des cas de force majeure. Personne ne choisit d'être en exil. Victor Hugo a écrit les pages que vous savez sur l'exil. Beaucoup de grands auteurs ont présenté l'exil. C'est une situation de déchirure sociale, où vous êtes coupé de votre famille. C'est une situation dans laquelle vous voyez vos parents partir sans que nous puissiez leur dire au revoir. C'est une situation dans laquelle vous perdez des êtres chers sans pouvoir les enterrer. Le cas le plus flagrant, c'est celui du président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est à La Haye et n'a pas pu enterrer sa mère. Donc, c'est une situation qui, une fois que le constat est fait, appelle de notre part beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources morales et beaucoup de ressources pour pouvoir continuer le combat pour lequel nous sommes en exil. C'est-à-dire que c'est nos convictions et notre engagement qui nous ont amenés en exil. Dès lors que vous êtes en exil, vous devez pouvoir profiter de cette position pour corriger ce qui a été vos erreurs dans le passé, notamment sur le plan diplomatique, en améliorant vos relations, notamment sur la bonne connaissance de la gouvernance mondiale et internationale, notamment sur l'approche que vous pouvez avoir de votre discours qui n'a pas été compris par les autres. Pas parce que vous avez raison, parce que de toutes les façons, nous avons la coutume de dire à l'AIRD que ce n'est pas parce qu'on a raison sur le fond qu'il faut perdre tout sur la forme. Donc la raison sur le fond qui était la nôtre a peut-être manqué de communication. Donc ce regard aujourd'hui que j'ai par rapport à cette situation me permet d'affiner notre projet de société, d'affiner notre discours et de faire en sorte que nous puissions continuer ce combat, qui est un combat au service du peuple africain et du peuple de Côte d'Ivoire en particulier. 60 ans d'indépendance n'ont pas suffi à nous faire comprendre que lorsque nos parents ont fait un investissement de scolarisation, je parle bien d'un investissement de scolarisation, en ce sens que lorsque, dans l'Afrique ancienne, un enfant accompagnait son père pour bâtir la richesse de la famille à travers les travaux champêtres qu'il pouvait faire. Mais il se défait de cet enfant. Il le met dans le système de l'école pendant 13 ans, pendant 20 ans pour certains, afin de lui permettre de devenir un cadre pour s'approprier la connaissance qui a permis aux autres de dominer ses parents. Mais vous pensez qu'une fois cette connaissance acquise, c'est pour son confort personnel dans les salons d'Abidjan, pour qu'il puisse profiter à lui seul
de ces connaissances-là, c'est de les rapporter à ceux qui l'ont mis en mission et qui ont investi sur lui, et de faire en sorte que le développement de l'Afrique soit un développement réel. Les défis sont assez nouveaux. Les discours qui tiennent donc à faire en sorte que nous puissions utiliser la religion, nous puissions utiliser le tribalisme pour imposer un pouvoir qui profite à un clan, doivent être combattus. Et nous pensons que 60 ans d'indépendance étayent aujourd'hui un bilan qui n'est pas des plus glorieux. Nous avons dit à nos militants que ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, elle a besoin de fous du développement. Elle a besoin de leaders politiques qui sont capables de venir sur la scène et de dire, bon, je sais que le rapport de force m'est défavorable. Je vais utiliser mon intelligence pour avoir des alliés internationaux afin que je puisse assumer ma souveraineté. Et que c'est par cette souveraineté que je pourrai pouvoir donner à mon peuple les besoins qui sont les siens. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris tout le monde de court en annonçant l'amnistie de plus de 800 personnes, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Qu'en pensez-vous? La situation en Côte d'Ivoire était devenue intenable. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas maintenir en justice, vous ne pouvez pas maintenir en prison sans jugement plus de 800 personnes. Vous ne pourrez pas avoir été soutenu par l'Union européenne et violer de façon flagrante les règles de l'Union européenne où la présomption d'innocence est la règle. Ceux qui ont fait la prison, des vies ont été démolies on appelle pour cela. On aurait pu comprendre dès le début que ces mesures-là ont pu aider à stabiliser le pouvoir. On appelle ça par moments l'état de grâce. Mais un état de grâce contre les principes démocratiques ne pouvait pas, disons, continuer de perdurer. Donc nous pensons que ce n'est que justice et que cette mesure, elle est à saluer parce que aussi le chef d'État qui l'a fait a eu quand même un courage politique. Il a eu dans son camp les faucons. Mais son mandat arrive à terme dans 2 ans. Son mandat arrive à terme dans 2 ans. Il aurait pu le faire plus tôt. Il l'a fait maintenant. Nous le prenons bien, honnêtement. Nous pensons que cela relance le débat politique. Cela relance donc aujourd'hui la possibilité pour tous ceux qui étaient en exil de rentrer au pays sous des conditions, bien sûr, parce que l'exilé, c'est qui? Réconciliation politique, c'est bien ça? Vous savez, le thème de réconciliation politique passe à toutes les sauces. Moi, je souhaiterais simplement que chacun soit dans ses droits. Vous voyez bien, la réconciliation politique repose sur quoi? C'est un passe-partout qu'on utilise pour quelquefois, disons, encourager l'impunité. C'est des choses qu'on utilise parfois pour encourager l'abus de pouvoir. Mais nous estimons que ce que nous demandons, c'est le respect des règles républicaines dans un pays qui a choisi d'être une république. Si chacun voit ses droits respectés, si les expropriations de terres ne sont pas légion, si les milices parallèles disparaissent, on a de fait un état de droit. Si l'état de droit est respecté, la réconciliation est acquise. Les tensions qui sont dans le pays persistent parce que d'autres personnes se sentent frustrées par un pouvoir qui est censé être établi au bénéfice de tout le monde. Quelle perspective pour l'AIRD pour les présidentielles en 2020? Bon, la présidentielle en 2020, nous la préparons avec nos alliés de EDS, c'est-à-dire Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est composé essentiellement de 3 partis politiques, l'AIRD, le FPI et l'UNG, l'Union des nouvelles générations. Et puis, donc, d'autres organisations de la société civile. Et nous aviserons le moment venu, mais en tout cas, l'AIRD entend jouer un rôle de premier plan en 2020. Nous avons boycotté les élections de 2015 pour que la communauté internationale comprenne que nous ne pouvions pas, dans ces conditions, nous présenter à des élections pour le plaisir de nous présenter à des élections et contenter un système qui n'est pas démocratique. La question de la limitation des mandats en Afrique cause vraiment problème, notamment en Côte d'Ivoire. Récemment, le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il allait briguer un 3e mandat. Qu'en pensez-vous? Bon, je crois savoir qu'au début en Côte d'Ivoire, lors de sa candidature de 2015, il a dit carrément qu'il ne se présenterait pas. Aujourd'hui, il laisse planer un certain doute, beaucoup de flou sur cette candidature. Évidemment, moi je souhaite que la Constitution soit respectée, que les mandats soient limités. Mais je dois avouer que quelqu'un qui a un bilan de 10 ans serait pour nous le candidat le plus facile à battre en tant qu'opposant, parce que le peuple adéquat a jugé le RDR par rapport à son mentor. Et aujourd'hui, les fractures à l'intérieur donc, de la majorité présidentielle nous montrent très bien que cette majorité présidentielle n'est plus unie comme elle l'était. Donc il y a une chance de relance du processus de démocratie et d'alternance. Maintenant, ceci étant, pour me résumer, mon souhait, ce serait que la Constitution soit respectée.
Mon souhait, c'est que le chef... La Constitution. Bon, elle a été changée maintenant dans son interprétation. Oui. Il y a toujours dans tous les pays, que ce soit au Burundi, que ce soit dans d'autres pays, il y a matière à réfléchir. Mais je vous rappelle que le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, est quand même le directeur général, l'ancien directeur général adjoint du FMI. Il représente donc un certain gage sur le plan international. Je ne crois pas personnellement, ça n'engage que moi, qu'il puisse refuser de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Donc cette candidature, je ne la vois pas venir en tout cas, honnêtement. Le 1er octobre prochain s'ouvre une audience importante dans le procès de Laurent Gbagbo. Qu'en attendez-vous? Je serai par devoir, parce que le président Laurent Gbagbo a été le candidat de l'AIRD. Vous étiez dans son gouvernement aussi? Oui, j'étais dans son gouvernement, mais pas en tant que membre de son parti politique. J'étais dans son gouvernement en tant que, disons, membre d'un autre parti politique. Et c'est parce que son projet de société m'a paru intéressant, m'a convaincu que j'ai accepté de participer à l'action gouvernementale. Ceci étant, le président Laurent Gbagbo a été le candidat de l'AIRD en 2010. Donc nous avons envoyé un soldat au front. Tant que ce soldat sera au front ou qu'il sera en difficulté, c'est notre responsabilité de lui apporter assistance. Donc le président Laurent Gbagbo est en détention depuis 7 ans, ce qui est hors norme européenne en passant. Et 89 témoins à charge sont passés sans pouvoir prouver sa culpabilité. Bien au contraire, certains témoins à charge sont devenus des témoins à décharge, au point que les juges n'ont pas trouvé utile de faire passer les témoins de la défense et ont donc autorisé la défense à plaider l'innocence du président Laurent Gbagbo, à plaider la relaxe, à plaider donc le non-lieu. Et nous espérons que ce procès qui a été donc médiatisé et qui est su du monde entier ne peut que relaxer le président Laurent Gbagbo. Tous les observateurs, tous les juristes aujourd'hui savent que c'est un dossier vide qui a permis au régime à Abidjan de gouverner de façon tranquille. Bon, c'est un acquis. Écoutez, nous allons donc construire la Côte d'Ivoire assemblée désormais en regardant devant et non pas en regardant derrière, non pas en regardant les injustices qui nous ont été faites ou les souffrances que nous avons pu endurer en exil, mais plus que jamais, nous sommes déterminés à bâtir une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire rassemblée vers un idéal républicain, vers un idéal de développement, au service du peuple et des populations qui n'ont que trop souffert de nos ambitions personnelles, fondées parfois sur le simple besoin de nous enrichir et non pas d'apporter un bien-être et un mieux-être à nos populations. Dans le cas où Laurent Gbagbo en fait, sera libéré, et s'il se présente aussi pour les élections, est-ce que vous allez le suivre? Vous savez que Laurent Gbagbo, c'est le référent politique de EDS, donc de l'AIRD. Je pense que j'ai été aussi conseiller de Laurent Gbagbo pendant 5 ans. Lorsque le président Laurent Gbagbo sera libéré, tous ensemble nous aviserons et nous ferons en sorte que nous puissions, disons, proposer à la Côte d'Ivoire une alternative qui soit des plus lumineuses et des plus belles. Mais laissons-le d'abord être libéré. Travaillons à ce que des entraves internes en Côte d'Ivoire ne l'empêchent pas de rentrer au pays. Une fois qu'il sera rentré au pays, je pense qu'il lui appartiendra de décider en toute responsabilité, en toute lucidité de son avenir politique. Mais... Vous étiez ministre du Commerce en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de l'OHADA? L'OHADA, c'est l'organisation qui a travaillé donc à l'harmonisation du droit des affaires dans un ensemble de 17 pays africains. Et nous pensons que le travail qui a été fait par l'OHADA est un travail quand même assez important, non pas parce que nous avons été à la base de cet instrument, du fait de notre position du ministre du Commerce à l'époque, mais la Cour d'arbitrage de l'OHADA a eu un rôle important dans le délai de traitement des dossiers, parce qu'en affaires, ce qui est important, c'est le délai de traitement des dossiers. Et je pense que les entreprises, les opérateurs économiques ont été globalement satisfaits de ces arbitrages-là. Donc, pour moi, le bilan me paraît satisfaisant. Nos successeurs donc, ont suivi ce que nous avions lancé en son temps. Selon vous, les APE ne faussent-ils pas l'esprit de l'OHADA? Au-delà de l'esprit de l'OHADA, les apports de partenariat économique sont un désastre pour l'économie africaine et pour les entreprises africaines. C'est connu que le combat du pot de terre et du pot de fer est toujours à l'avantage du pot de fer. En tant que ministre du Commerce, j'ai toujours donné un exemple
pour discuter les questions de l'APE. Moi, je suis dans un village, je produis du poulet. Oui. Vous me dites, bon, votre poulet, vous le produisez à 2 €, c'est trop cher à produire. Moi, je vais venir vous vendre donc mon poulet désormais à 50 centimes. Vous déversez donc du poulet de 50 centimes sur le marché. Moi qui produis des poulets à 2 €, je ne peux plus le vendre parce que je ne suis pas compétitif. Et puis au bout de 3 ans, il n'y a plus de poulet en production locale. Vous dites, bon, écoutez, au lieu de vous produire maintenant, au lieu de vous vendre maintenant le poulet à 50 centimes, je vais le vendre à 4 €. Mais dans l'intervalle, vous avez détruit tout l'appareil de production locale, de telle sorte que les paysans et les agriculteurs ne peuvent plus produire de poulet. Donc c'est une opération de dumping qui permet donc de tuer les économies locales. Et je pense que c'est l'un des dangers des APE. En plus, vous verrez dans les APE qu'on va vous dire toujours qu'il y a une politique de compensation. Mais la politique de compensation consiste à financer des projets. Ces projets-là, il faut pouvoir les présenter de façon saine au niveau de l'Union européenne. Les mesures de formation et d'accompagnement dans la présentation des projets ne sont pas toujours efficaces, de telle sorte que les budgets restent à la disposition de l'Union européenne. Et il n'est pas rare de voir que c'est ces mêmes budgets qui sont recyclés pour lutter contre l'immigration. Alors que si les politiques de développement local n'avaient pas tué l'agriculture paysanne, n'avaient pas tué l'économie locale, l'immigration n'aurait pas eu lieu et n'aurait pas servi donc, à utiliser ces budgets qui initialement étaient faits pour financer des projets. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons et c'est des accords qu'il faut donc repenser. Et nous sommes heureux de savoir que certains leaders politiques français, européens aujourd'hui les dénoncent comme nous les dénonçons aussi. Non pas que nous ne voulons pas des partenariats, mais je crois que dans la position des pays africains et de la faiblesse de leur structure économique, on ne peut pas les mettre en compétition avec des multinationales qui bénéficient de soutien financier assez important des banques. Quand ici, le taux d'intérêt est de 1%, chez nous, il avoisine les 12, les 15%. Donc, sur toutes les échelles, de façon graduelle, vous vous rendez rapidement compte que ce sont des accords qu'on peut qualifier d'inhumains, qui ne font que du business. Ça, c'est encore, disons, le côté fâcheux de l'ultralibéralisme que nous combattons. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire devrait sortir du franc CFA ? La question ne se pose pas en ces termes. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que le franc CFA apporte aux pays africains et qu'est-ce qu'il leur enlève ? Le franc CFA est une contradiction disons, économique. Voici donc une monnaie qui ne permet pas l'industrialisation, parce que le franc CFA a été créé à l'époque coloniale où son objectif c'était de permettre l'exportation des matières brutes. 60 ans après, il continue d'exister. C'est une monnaie qui fonctionne essentiellement sur la lutte contre l'inflation. C'est une monnaie qui ne favorise pas les échanges entre les États, mais c'est une monnaie qui en plus crée, sans qu'on ne s'en rende compte, de la spéculation. En d'autres termes, les banques centrales qui gèrent le franc CFA ne peuvent pas prêter directement aux États pour les soutenir dans leur développement. Vous direz, c'est un peu pareil, disons, aussi en Europe. OK. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lorsque les États lancent donc des emprunts obligataires à hauteur, je prends un chiffre de 100 milliards de francs CFA, les populations se mobilisent et peut-être ne peuvent fournir que 30 milliards sur les 100 milliards. Les 70 milliards restants, puisque les emprunts sont gérés par les banques commerciales, ces banques-là vont s'adresser à qui? Elles vont s'adresser donc aux banques centrales pour financer les 70 milliards à concurrence d'un taux faible. Mettons, je prends un exemple arithmétique, 3%. Ils viennent revendre cet argent à l'État à 6%. Autrement dit, les banquiers sont assis dans un bureau. À cause du fonctionnement du franc CFA, ils ont une marge de 3% sur 70 milliards. Mais ça, c'est un État. Mais si vous multipliez ça par les emprunts obligataires des États, et je ramène ça encore à un chiffre modeste de 100 milliards, quelquefois, c'est des montants beaucoup plus importants. Donc, c'est de la spéculation que l'on crée au profit des banques commerciales. C'est encore l'un des volets de l'ultralibéralisme qu'il faut que le franc CFA favorise. Donc, pour qui veut le développement des États africains,
les mécanismes de souveraineté qui permettent donc aux États d'utiliser donc la monnaie comme un instrument de régulation de l'économie ne peuvent pas être permis. Donc moi, je ne m'arrête pas au symbole de la fabrication du franc CFA en France, je ne m'arrête pas au symbole du fait... Non, je m'arrête à son efficacité. Qu'est-ce que le franc CFA apporte aux pays africains? On dira qu'il apporte aux pays africains de la stabilité. OK, j'en conviens, mais une monnaie africaine, autonome, bien gérée, peut apporter de la stabilité aux pays africains. Un économiste de la BCEAO a dit que le maintien du franc CFA aujourd'hui participe de la paresse intellectuelle de certains banquiers africains, qui préfèrent donc s'adosser à une monnaie qui est gérée par le voisin, c'est-à-dire donc par le partenaire qui est la France, et qui ne veulent pas donc prendre de risques là-dessus. Mais si vous prenez des pays comme le Ghana, ils ont bien géré leur monnaie. À un moment donné, la monnaie ghanéenne qui était le cedi était à son niveau le plus bas, au point qu'on disait en Côte d'Ivoire que tu es tombé comme Ghana. Mais aujourd'hui, le Ghana s'est donc relevé avec ses technocrates locaux au point de refuser l'aide du Fonds monétaire international. Donc vous voyez bien que quand les Africains veulent faire travailler leur intelligence, ils peuvent la faire travailler. Quand ils veulent faire suivre la volonté politique, parce que c'est aussi ça, la volonté politique, qui doit donc pouvoir permettre aux technocrates de se mettre en branle. Si la volonté politique accompagne donc les compétences locales, nous sommes en mesure donc dans ces conditions de produire du résultat. Avant de conclure cet entretien, avez-vous un message à transmettre? Mon message, c'est de demander donc à la jeunesse africaine de croire en elle-même d'abord et de savoir que l'Afrique ne changera pas parce qu'un plan Marshall sera venu de Mars, de Jupiter ou d'un autre continent pour la sauver. C'est de dire que les autres ont réussi parce qu'ils ont voulu réussir. Les autres ont connu leurs difficultés, ils ont su les surmonter. Il appartient donc aux acteurs politiques africains de travailler à offrir à la jeunesse africaine des opportunités et un espace de travail. Et nous lançons donc un appel à nos jeunes pour leur dire de nous faire confiance et de faire en sorte qu'ils puissent prendre leur destin en main. Nous leur donnerons un peu de notre expérience, nous leur donnerons de notre volonté, nous leur donnerons de notre désir d'aller de l'avant et que ce désir-là puisse pouvoir leur permettre d'être encadrés. Si Dieu nous fait la grâce de retourner à Abidjan, nous allons faire les samedis de l'AIRD. Les samedis de l'AIRD, ça sera donc cet espace de formation où dans une grande salle avec des grands écrans, nous apprendrons aux Ivoiriens à faire de l'agriculture. Nous apprendrons aux jeunes Ivoiriens à faire des sites informatiques. Et pour cela, nous avons dû faire des formations ici au CNAM, par exemple. La coopération avec le CNAM et avec les instituts de formation européens ne demande qu'à être mise en place. Ça suppose une lutte féroce contre la corruption. L'argent de la corruption peut former des générations et des générations de jeunes Africains. L'argent qui sert pour les clans, juste parce qu'on veut conserver le pouvoir, peut former des générations et des générations de jeunes Africains. Une fois que vous aurez formé ces générations à la connaissance, à la démocratie, aux règles républicaines, personne ne viendra faire un coup d'État contre vous. Merci, M. Éric Caillé, pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie plutôt, Mme Benzebouchi. Quant à nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle interview sur 54 One. Restez avec nous.